Alors que nous sommes dans un contexte de guerre froide, sous pression des soviétiques qui viennent de lancer leur tout premier satellite Sputnik 1 en octobre 1957, les États-Unis décident de rivaliser avec l'URSS en mettant en place une agence spatiale qui s'appellera la NASA. C'est l'histoire incroyable de la NASA. Aujourd'hui on va parler de la NASA, vous allez voir leur histoire qui est exceptionnelle. Bref, merci à ceux qui posent leur like à Jupiter, j'en dis pas plus, c'est parti. Après la seconde guerre mondiale, vous savez, le monde est séparé en deux. En 1955, l'URSS et les États-Unis sont en rivalité et annoncent tous deux qu'ils vont lancer un satellite dans l'espace. Les États-Unis échouent dans leur projet et c'est l'Union soviétique qui parvient à envoyer le premier satellite dans l'espace qui s'appellera Sputnik 1 en 1955. À ce moment-là, les États-Unis ne savent plus quoi faire, il faut à tout prix qu'ils trouvent un moyen de répondre à l'URSS avec un projet encore plus ambitieux. Avant, c'était quelques branches de l'armée américaine qui géraient les recherches spatiales, mais avec l'intensification de la volonté de conquête spatiale, le Congrès des États-Unis et la NACA, qui était l'agence fédérale dans le domaine de l'aéronautique, initient le projet d'établissement de la NASA. C'est enfin le président Eisenhower qui officialise la création de l'agence le 29 juillet 1958. Donc la NACA est remplacée par la NASA et le budget pour l'agence dépasse les 100 millions de dollars. En plus de ça, la NASA va hériter des trois grands laboratoires du pays, celui de Langley, celui d'Armes et celui de Lewis. Après que la NASA soit créée, 8000 personnes sont employées. Les projets spatiaux qu'avait la NACA sont transférés à la NASA. Donc au total 3 projets satellites et 2 projets de sondes lunaires en préparation. Donc tous ces projets là ils sont transférés à la NASA qui va du coup les réaliser et en réaliser d'autres après. Des établissements sont créés très rapidement. En 1959 en périphérie de Washington est créé le centre de vol spatial Goddard spécialisé dans les observations, mais il y a aussi le Main Spacecraft Center qui voit le jour et qui prend en charge le programme des missions spatiales habitées. La NASA collabore avec des centres de recherche militaires américains et c'est en 1961 que la NASA lance le programme Apollo. Alors là c'est le programme hyper ambitieux qui a pour but d'envoyer des hommes sur la Lune, sauf que le 27 janvier 1967 a lieu une phase de simulation de décollage qui avait réellement lieu le 21 février et donc les astronautes Grissom, White et Chaffee sont à ce moment là pendant leur période d'entraînement, mais il va se passer quelque chose de dramatique. Ces trois futurs astronautes entrent dans leur cabine hermétique pour s'entraîner et simuler le décollage de la fusée, donc tout contact avec l'extérieur ne se fait plus qu'avec la radio. Les réservoirs de la fusée ne sont pas remplis évidemment parce que la fusée ne va pas décoller aujourd'hui, sauf que dès le début du test, une odeur irrite la gorge des astronautes et les radios sont brouillées. Quelques heures plus tard, les problèmes sont résolus, sauf que à un moment donné, il va y avoir une surtension dans le circuit électrique. 10 secondes après, le futur astronaute Chaffee pousse un cri. White déclare qu'il y a un incendie dans le cockpit. Donc là c'est la panique, les gens qui sont censés gérer l'entraînement ne comprennent plus rien à ce qui se passe. La coque pressurisée cède parce que la pression elle est trop forte dans le cockpit. Après ça, la tour de service s'enflamme et les personnes qui étaient à côté ont été contraintes d'évacuer les lieux, pensant qu'en fait le module allait tout simplement exploser. Et après que les communications soient totalement interrompues, 5 minutes plus tard, 3 corps sont à déplorer, les 3 astronautes sont morts. Ça c'était l'échec de la mission Apollo 1 et c'est malheureux de se dire qu'en fait les astronautes ne sont pas morts en allant sur la Lune mais pendant une période d'entraînement. Sauf que pour autant le programme Apollo n'est pas bloqué. Des opérations de reconnaissance sont mis en place par la NASA pour obtenir plus d'informations sur la conception des engins spatiaux et la préparation des atterrissages. 2 ans avant la mission Apollo 1 en 1965, la NASA envoie 3 satellites en orbite grâce à la fusée Saturn 1. Le but était tout simplement d'évaluer les dangers des micrométéorites pour savoir comment ils allaient constituer les protections de la fusée qui allait envoyer des astronautes sur la Lune. Énormément de photos de la Lune sont prises, des sondes sont même envoyées en orbite autour de la Lune pour obtenir une couverture photographique de la Lune presque totale. Et donc pour connaître tous les moindres détails de la Lune, savoir où est-ce que les astronautes allaient devoir atterrir, etc. Et c'est une première, le 2 juin 1966, la sonde Surveyor 1 se pose sur la Lune. C'est tout simplement le premier alunissage de l'histoire. Plusieurs tests sont faits et en 1968, soit un an plus tard de l'échec de la mission Apollo 1, des astronautes sont envoyés en orbite autour de la Lune et font 10 tours de la Lune. Et par contre, ils se posent pas encore sur la Lune, ça viendra un petit peu plus tard. Alors ce qu'a fait la NASA à cette époque, c'était très risqué parce qu'ils étaient pas forcément prêts pour ça, à envoyer des hommes en orbite autour de la Lune. C'était une mission qui s'est fait très rapidement, donc une seule erreur de trajectoire, et ça pouvait tout simplement tuer les astronautes et les perdre dans l'espace. Mais la NASA décide de prendre des risques pareils parce qu'à cette époque, ils craignaient une invasion de l'URSS. Et c'est enfin avec la mission Apollo 11 que les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent enfin le pied sur la Lune. Alors désolé pour tous ceux qui en doutent, on est bien allé sur la Lune. D'autres missions plus tard ont permis à 12 hommes d'aller sur la Lune en décembre 1972 et toutes ces missions au total permettent de rapporter 382 kg de roches lunaires, dont un petit gramme qui est ici d'ailleurs. C'est mon cadreur Antoine qui me l'a offert, d'ailleurs merci à lui. Allez le suivre parce qu'il mérite vraiment. Bref, je reprends l'histoire. Après ces missions qui sont plutôt concluantes, la NASA entre dans l'histoire
l'histoire et elle devient la première agence spatiale mondiale. La guerre froide prend fin et les relations entre les deux puissances s'améliorent puisqu'en 1975, un vol soviéto-américain a lieu grâce au projet Apollo-Soyuz. Donc là on voit bien l'union des deux puissances. Et en avril 1983, le président Ronald Reagan demande à la NASA de créer un projet de station spatiale qui sera consacré aux expériences scientifiques et qui devra constamment être occupé. Et de plus en plus, la NASA veut explorer notre système solaire. Alors qu'en 1970, l'URSS parvient à envoyer la sonde Venera 7 sur Vénus, la NASA, elle, préfère se concentrer sur Mars et ils envoient la sonde Mariner 9 qui se placera en orbite autour de Mars. Ils envoient aussi en 1975 deux atterrisseurs issus du programme Viking, donc des sondes en fait qui vont tout simplement se poser sur Mars. Et c'est la première fois qu'on se pose sur Mars. Alors à cette époque, l'agence de la NASA possède un budget très limité. Avec les missions Apollo, ils ont perdu énormément d'argent et surtout que là, il n'y a plus besoin de mettre tant d'argent que ça parce que la guerre froide est finie. Mais tout ça va pas empêcher la NASA de faire des missions en parallèle parce qu'entre 1970 et 1990, la NASA envoie plein de sondes de partout. Ils développent Mariner 10 dans le but d'explorer Mercure, qui ne l'a d'ailleurs jamais été auparavant. Et donc la sonde elle est envoyée en 1973 et elle achève son voyage en 1975 après avoir réalisé 3 survols de la planète Mercure. Bon, rien de très fou parce qu'il n'y a pas de vie sur Mercure, donc pas grand chose à observer non plus. Plusieurs sondes, plusieurs programmes sont faits en même temps, énormément de personnes travaillent sur les projets. À ce moment-là, la NASA elle est vraiment à son prime. Elle envoie des sondes qui iront dans la ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter, et la sonde Pioneer 10 survole Jupiter en 1973. Juste après, la sonde Pioneer 11 survole à nouveau Jupiter en fin 1974 et effectue aussi le premier survol de Saturne en 1979. On voit vraiment que la NASA est à fond dans l'exploration de notre système solaire. C'est pour ça qu'ils envoient d'ailleurs aussi Voyager 1 et Voyager 2 en 1977 qui vont survoler les deux plus grosses planètes de notre système solaire, donc Jupiter et Saturne. Et Voyager 2 va même passer par Uranus en 1986. Puis Neptune, la dernière planète de notre système solaire, en 1989. Et ce qui fera donc les missions Voyager les plus réussies de la NASA. Non, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais prenons l'exemple de Voyager 1, elle est partie de la Terre, elle a dépassé Mars, passé dans la ceinture d'astéroïdes, survolé Jupiter, survolé Saturne, survolé Uranus et survolé Neptune après. Et en même temps que toutes ces explorations sont faites, la station spatiale internationale commence à voir le jour et le noyau de la station est construit en 1984. Mais ça, on va y revenir juste après parce que entre temps, il y a le programme Mars Observer. Mars Observer, c'est un programme qui va permettre d'observer la surface de Mars et tout simplement étudier son champ magnétique, son atmosphère, son climat. En 1992, la NASA envoie une sonde vers Mars pour tout simplement faire toutes ces études, sauf que le contact avec la sonde est perdu et la NASA perd la sonde. Alors c'est l'erreur qui va coûter très cher à la NASA parce que c'est la première sonde qui subit un échec depuis 1967 et ça va un tout petit peu décrédibiliser la NASA. La station spatiale prend forme dans l'espace et la Russie est ajoutée à la station spatiale en 1993. Après ça, on arrive dans les années 2000. L'agence spatiale américaine développe entre-temps des télescopes spatiaux, en gros des télescopes qui sont en orbite autour de la Terre. Si vous voulez, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mars est aussi au cœur des projets de la décennie parce que des rovers, des sondes sont envoyés là-bas et on arrive jusqu'à aujourd'hui où la conquête spatiale continue. D'énormes découvertes ont déjà été faites et vont encore être faites, que ce soit sur Mars ou même déjà là sur la Lune avec les missions Artemis. Enfin bref, l'incroyable histoire de la NASA est loin d'être finie. Nous, on va suivre tout ça très attentivement de notre côté. N'oubliez pas de mettre votre plus gros like Tar Jupiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi part si vous aimez ce genre de vidéo storytelling où je vous raconte des histoires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Allez, salut!